Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 22 heures. Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Un atelier de lancement de l'extension de la microfinance islamique dans la capitale a été organisé par le ministère des Affaires sociales en collaboration avec l'UNFD. Et dans l'actualité internationale, l'ONU lance un appel humanitaire record de 35 milliards de dollars pour 2021. Bonsoir à tous. Demain, le monde célébrera la journée mondiale de lutte contre le sida. À cette occasion, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama, a fait une déclaration dans laquelle il a indiqué que la République de Djibouti a mis en place les actions nécessaires permettant de prévenir le VIH et fournir ainsi aux personnes vivant avec ce virus le traitement dont elles ont besoin, tout en respectant leurs droits fondamentaux et leur dignité. On écoute le ministre. Des crises mondiales sans précédent, la journée mondiale de la lutte contre le sida a une résonance toute particulière, celle de la solidarité mondiale et de la responsabilité partagée. Solidarité mondiale pour mettre fin aux pandémies concomitantes du VIH-Sida et de la Covid-19 et responsabilité partagée pour trouver des solutions aux difficultés que rencontrent les personnes infectées et affectées par le VIH-Sida. Je voudrais, avant de poursuivre mon propos, rendre hommage à toutes celles ou ceux que la maladie a emportées, puisse Allah leur accorder sa miséricorde et les accueillir dans son paradis éternel. Amin. Mesdames et messieurs, notre pays, sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a toujours conduit les actions nécessaires permettant de prévenir les VIH et fournir aux personnes vivant avec ces virus les traitements dont elles ont besoin, tout en respectant leurs droits fondamentaux et leur dignité. La riposte nationale engagée contre la Covid-19 s'est assurée de la poursuite des services essentiels de santé, notamment pour les populations les plus fragiles, y compris celles vivant avec les virus du VIH. Il nous a souvent fallu, durant le temps fort de la crise, procéder à des livraisons de médicaments et des vivres alimentaires à domicile. Cette crise a souligné l'importance de travailler main dans la main avec les autres secteurs. Si le défi existait bien avant l'arrivée du Covid-19, il nous faudra maintenant intensifier les actions de lutte contre le VIH-Sida en s'appuyant sur les 3 piliers qui sont la prévention, le dépistage et le traitement. Mesdames et messieurs, l'année 2020 a été à bien d'égards une année difficile, mais je reste convaincu qu'ensemble, nos efforts permettront de gagner la lutte contre la Covid-19 et le VIH-Sida. Toujours en nouvelles du pays, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et le ministère du Travail, a clôturé la Semaine nationale de l'enfant dans les CDC de la capitale et des régions de l'intérieur. La ministre de la Femme et de la Famille, Moumena Ahmed, accompagnée de la secrétaire générale du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Khadig Ibrahim Idriss, a participé aux différentes kermesses organisées dans les CDC des quartiers PK12, Ouahledaba et Cheikh Moussa dans l'après-midi de la journée d'hier. Les enfants ont participé massivement aux différents concours et jeux qui ont été organisés à cette occasion. Sous le patronage de la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, l'ADDS a organisé hier au siège de l'UNFD une cérémonie de lancement de l'extension de la microfinance islamique sur toute la ville de Djibouti. Ce mode de crédit est distribué par l'unité de microfinance islamique, organe spécialisé de l'ADDS. Les bénéficiaires de crédit de l'unité, en grande majorité des femmes, ont été à l'honneur et une attestation de reconnaissance de meilleure fidélité a été remise donc à certaines d'entre elles. De son côté, la secrétaire générale de l'UNFD, Fatouma Moussa, a félicité le ministère des Affaires sociales pour ses efforts inlassables en faveur des plus démunis, notamment des femmes. Elle a aussi indiqué que l'extension de la microfinance islamique va devoir permettre à beaucoup de jeunes et de nombreuses femmes de sortir de la précarité.
sous le leadership de notre première dame et présidente de l'UNFD, son Excellence Madame Khadra Mahmoud Haït. L'autonomisation des femmes est une priorité des missions de notre organisation, de la formation professionnelle de jeunes filles déscolarisées à la promotion de l'entrepreneuriat féminin. L'UNFD s'attelle à accompagner les jeunes filles dans leur intégration au marché du travail et l'accompagnement des femmes exerçant le commerce informel par le biais de la commission Femmes-Com pour renforcer leurs capacités et stimuler ainsi leur entreprise. Et de son côté, la directrice par intérim de la microfinance de l'ADDS, Khadra Omar, a indiqué que la généralisation de la microfinance islamique va rendre le système de financement, de création d'emplois et de richesses encore plus performant. Djiboutienne de développement social que j'ai l'honneur de représenter est heureuse de participer à cet événement d'extension des financements de l'unité de microfinance islamique à la ville de Djibouti. Vu l'engouement créé pour ce type de financement conforme à la charia, nous avons déjà financé pour 300 millions de nos francs 2000 AGR et ce, en dépit de sa jeunesse. Le besoin de ce type de financement est aussi criant dans les régions et nous comptons l'élargir au travers des branches de cette future institution qui seront ouvertes dans les régions. La transformation de cette unité en institution financière et sa dotation d'un important capital demeure un préalable et nous sommes convaincus que le gouvernement va nous appuyer dans ce projet. Il est à rappeler que le gouvernement et les bailleurs de fonds ont fortement investi dans ces caisses, dites CEPEC, Coopératives d'épargne et de crédit, et l'unité de microfinance islamique, et ont injecté plus d'1,2 milliard de nos francs. Cela répond à notre double mandat de lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes. La direction de microfinance de l'ADDS appuie les caisses en termes d'expertise et de développement de nouveaux produits. Nous sommes en train de recruter une firme sur la BAD pour appuyer le secteur à se professionnaliser. Les audits des caisses sont en cours et les mini-AG ont démarré en vue de renouveler les membres des organes dirigeants. Les financements des CEPEC et de l'unité nous ont permis d'atteindre nos objectifs de lutte contre la pauvreté au travers des AGR, mais aussi de bancariser une clientèle exclue du circuit bancaire classique. Je tiens enfin à remercier les partenaires qui sont clés, la Banque mondiale, le HCR, pour les financements mobilisés pour les futurs jeunes entrepreneurs et qui transitent via les CEPEC. Les CEPEC complètent ce financement au travers des crédits qu'elle octroie ou compte octroyer à ces jeunes et ces femmes. Merci donc, une fois de plus, à notre gouvernement pour son soutien aux caisses et à l'unité de microfinance islamique. Et de son côté, le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Arami, s'est dit réjoui de cette décentralisation des sources d'opportunités d'accroissement des richesses. La création d'emplois se décentralise, a-t-il indiqué, et la création de pôles de développement local est en marche. Je suis particulièrement honoré de participer à cette cérémonie qui procède à l'extension de la microfinance islamique dans la commune de Boulaos. Je remercie vivement ma collègue des Affaires sociales et de solidarité pour m'avoir convié à cette cérémonie dont l'importance n'est à démontrer. Je voudrais souligner d'emblée que le démarrage des activités dans la commune de Balbala, cette partie périphérique très peuplée de notre capitale, constituait une décision à la fois pertinente et stratégique. D'abord, parce que le besoin à couvrir et les priorités s'inscrivent véritablement dans la lutte contre la pauvreté et le chômage des masses. Ensuite, parce que ces actions ciblent judicieusement et prioritairement le plus nécessité de nos frères et sœurs, œuvrant inlassablement à la satisfaction des besoins de leurs ménages. Mon département adhère parfaitement à l'extension de la zone de couverture de la commune de Boulaos, abritant aussi les populations vulnérables qui ont toujours plaidé pour bénéficier de la microfinance islamique. Aussi, cette extension a tout notre soutien et notre accompagnement lui est acquis. Elle mérite d'être encouragée comme il se doit, car elle a bénéficié d'une planification judicieuse et d'une mise en œuvre soigneusement agencée, sans oublier une analyse
bien menée de bénéficiaires prioritaires. Permettez-moi donc féliciter chaleureusement l'Agence djiboutienne pour le développement social. Son leadership dans le domaine de la microfinance constitue une source de satisfaction pour ceux et celles qu'elle sert avec dynamisme et compétence. Et enfin, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mouna Ousmane, a signalé que ce type de financement a permis la création de 2251 activités génératrices de revenus, rien que dans la banlieue de Balbala et dans quelques quartiers de Djibouti-Ville. D'être parmi vous ce matin en cette cérémonie de lancement de l'extension de la microfinance islamique sur la ville de Djibouti par l'unité de microfinance islamique de la DDS. Sachant que l'unité de microfinance islamique à Djibouti revêt depuis sa création le caractère de structure pilote, ses résultats ne sont nullement négligeables et sont même encourageants pour poursuivre l'expérience et élargir tant au niveau des bénéficiaires qu'au niveau de son étendue territoriale. Une réflexion sur l'extension de la portée de cette unité à l'échelle nationale s'inscrirait normalement dans la volonté politique du chef de l'État de Djibouti de fournir aux catégories vulnérables des solutions variées pour rendre aisée leur inclusion socio-économique et leur accès au système bancaire formel. Le potentiel est ainsi grand pour la microfinance islamique de s'étendre géographiquement et de bénéficier à davantage de clients. Dans ce contexte, il apparaît opportun de sortir l'unité de microfinance islamique de l'ADDS de son caractère pilote et de multiplier ses services sur l'ensemble de la capitale dans un premier temps et sur l'ensemble du territoire national. Mon département est convaincu que ce faisant, nous contribuerons grandement à la réalisation des objectifs de la création de 5000 emplois préconisés par son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République. Notre conviction est d'autant plus affirmée que nous œuvrons actuellement au développement du cadre de déploiement de l'économie sociale et solidaire qui, tout le monde en convient, offre des opportunités nombreuses pour la création d'AGR dont le financement proviendrait essentiellement de la microfinance. Les financements de ces activités génératrices de revenus pour les personnes vulnérables, les jeunes diplômés exclus du financement bancaire classique et le secteur informel qui demeure sans garantie trouveront sans aucun doute des solutions sans endettement dans la microfinance islamique. Comme vous pouvez le constater, notre politique de protection sociale est fondée, outre l'assistance et les garanties de base, sur une approche holistique, faisant la part belle à l'effort personnel et à la lutte contre la pauvreté par des activités productives. Dans l'actualité également, la Commission nationale des droits de l'homme, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, a effectué hier une rencontre avec une centaine de lycéens des classes de première littérature et première OGRH du lycée de Hodan 4 concernant la lutte contre les violences basées sur le genre, les mutilations génitales féminines et les droits de santé reproductive. La rencontre a été organisée dans la salle audiovisuelle du lycée. Le but de ces échanges entre lycéens et la CNDH ainsi que les agents du FNUAP était de conscientiser les lycéens sur les problématiques et les dangers que causent les violences basées sur le genre. Tôt dans la journée d'aujourd'hui, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, s'est déplacé donc au poste de Galafi dans la région du Dikil. Le général Zakaria s'est déplacé au poste frontalier de Galafi pour s'enquérir de la situation sécuritaire de cette zone. Le chef d'état-major a pu constater de visu le travail de collaboration sans faille et exemplaire des militaires du détachement de la police nationale ainsi que des agents de la douane. Cette visite d'inspection s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité au niveau des frontières de notre pays et avait pour but de s'enquérir de la situation sécuritaire de la zone sud. En effet, la sécurisation de cette zone relève de l'autorité du régiment interarmé de Dikil, le RIAD, placé sous le commandement du colonel Idriss Omar Eleye. Et une fois arrivé sur les lieux, le général Zakaria a pu s'entretenir avec les militaires, les policiers et les éléments de la douane, tous prépositionnés à Galafi en collaborant en parfaite symbiose. Le chef d'état-major a pu leur prodiguer les consignes relatives à la sécurité et leur a suggéré d'accroître la vigilance. Par la suite, le général s'est rendu à Dikil où le colonel Idriss Omar Eleye, chef de corps du régiment interarmé du Dikil et chef de zone sud, l'a accueilli à la descente d'avion.
Et par la suite, le général Zakaria Cheikh Ibrahim s'est envolé en direction du camp Mariama pour une visite d'inspection du bataillon IL-8. En effet, le camp Mariama, dans la localité de Wea, abrite le bataillon IL-8 dont le départ vers Djalalarsi en Somalie est imminent. Cette visite d'inspection s'inscrit dans le cadre de la relève du bataillon IL-6 déployé depuis 2018 en Somalie. Rappelons que Djibouti déploie 2000 soldats, hommes et femmes, qui opèrent sous la bannière de l'AMISOM dans le cadre du processus de rétablissement de la paix en Somalie. Le bataillon IL-8 est placé sous le commandement du lieutenant-colonel Mohamed Omar Assoué et se trouve depuis plusieurs mois au camp Mariama afin de parfaire sa formation militaire d'opérationnalité spécifique avant tout déploiement. Ce camp est réparti en 4 sites où sont installés plus de 7000 militaires, hommes et femmes, tous grades confondus. Et durant sa visite, le chef d'état-major général des armées a pu constater donc le travail des militaires en pleine formation d'une durée de 21 jours qui est destinée à former les spécialistes en déminage et explosifs afin de contrecarrer les actions néfastes de la milice Al-Shabaab. Cette formation indispensable à tout militaire avant déploiement est dirigée par les experts de l'UNMAS, le service de l'action anti-mine des Nations Unies. Santé à présent, le ministère de la Santé a organisé un atelier portant sur la validation du protocole de prise en charge de nouveau-nés qui s'est tenu au Palais du Peuple. L'atelier autour de l'objectif de permettre aux soignants d'avoir un outil efficace pour prodiguer des soins adéquats aux nouveau-nés, notamment durant la période cruciale des 28 premiers jours suivant leur naissance. Avec le soutien des partenaires techniques tels que l'UNICEF, le HCR ou encore le FNUAP, les experts nationaux spécialisés en néonatologie ont élaboré un protocole de prise en charge néonatale à travers le choix des algorithmes décisionnels efficients et de schémas thérapeutiques efficaces afin d'harmoniser et d'uniformiser les pratiques de soins aux nouveau-nés. La représentante de l'UNICEF à Djibouti, Melva Johnson, a souligné que l'amélioration de la prise en charge de nouveau-nés le plus précocement possible après l'accouchement permettra une réduction drastique des décès qui sont en majeure partie évitables. La majorité des mères et des nouveau-nés des pays en revenu faible ou intermédiaire ne reçoivent pas des soins optimums lors de ces moments cruciaux. Mesdames et messieurs, l'amélioration de la prise en charge du nouveau-né le plus précocement possible après l'accouchement permettra une réduction drastique de ces décès qui sont pour la majeure partie des cas évitables. En effet, des études ont montré que de nombreux nouveau-nés peuvent être sauvés en recourant à des mesures simples et peu coûteuses qui peuvent être prises en charge par le prestataire de soins de santé pour la mère et la famille. Et quant au secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Saleh Benoît Tourab, il a indiqué que la mortalité néonatale constituait un problème de santé publique et qu'à cet égard, il était important d'entreprendre la rédaction des protocoles de soins du nouveau-né et de les diffuser au niveau national afin de réduire les disparités existantes entre la capitale et les régions de l'intérieur. On l'écoute. Pour l'indépendance, nous avons essayé de réduire et de mettre l'accent sur la réduction de décès maternels et néonatal. Vous avez vu les statistiques, c'est flagrant, nous avons fait un très grand progrès, mais il reste encore un long chemin à parcourir. Je voudrais, mesdames et messieurs, souligner que la santé de nouveau-né est très liée à la santé et le suivi de la femme enceinte, notamment des consultations qui se font en amont de la naissance, c'est-à-dire la consultation prénatale, mais également pendant le travail, l'accouchement et la période qui suit immédiatement la naissance, qui sont les périodes les plus critiques de la survie de nouveau-né et de la mère. Malheureusement, la majorité des mères et de nouveau-nés des pays à faible revenu ne reçoivent pas de soins optimums malgré les efforts du gouvernement et des soignants. Je voudrais rappeler, comme
l'a rappelé aussi pour pouvoir insister sur le fait que les décès les décès de nouveau-nés sont liés à des infections, à des pathologies bien connues. Donc, le docteur Tamiro l'a rappelé, il s'agit des infections de la prématurité, de l'asphyxie, des complications liées au petit poids et à la formation congénitale de nouveau-nés. L'Agence nationale des personnes handicapées, l'ANPH, en collaboration avec le FNUAP, a procédé ce matin au Sheraton Hotel au lancement de l'amélioration du cadre juridique relatif à la promotion et la protection des droits des personnes handicapées. Un événement qui a tout son sens pour des personnes vivant avec un handicap, car l'initiative est susceptible de renforcer les droits des personnes à besoins spéciaux en favorisant la sécurité, la santé et le bien-être de ces dernières. Il s'agit à travers cet événement de stimuler la motivation des personnes handicapées en leur permettant de jouir du droit à l'information, à la formation, à l'éducation, y compris le droit de bénéficier de soins et traitements. Cet atelier avait pour objectif la participation, l'intégration et l'égalité des chances des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie sociale. Je voulais ici exprimer mon immense plaisir de participer à l'ouverture de cet atelier qui est pour nous un jalon important dans les activités que nous faisons avec l'Agence nationale des personnes handicapées. Donc, ceci, je crois, comme je l'ai dit, n'est qu'un jalon qui va nous permettre de poursuivre des activités beaucoup plus détaillées, beaucoup plus importantes. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier l'Agence nationale des personnes handicapées des activités que nous prévoyons de faire au courant des 16 jours d'activisme. Donc d'ici une semaine, nous pourrons vraiment faire des activités qui intègrent de manière importante les personnes en situation de handicap dans les activités que nous appuyons. Donc il y a dans ce domaine la protection et le renforcement des droits des personnes handicapées et la lutte contre toutes les discriminations sont vraiment, je crois, soutenues de manière riche. Et la République de Djibouti a fait d'énormes progrès à travers l'élaboration de plusieurs textes législatifs et réglementaires à ce propos. Toujours en nouvelles du pays, dans le cadre de la Semaine nationale de l'handicapé, un match de football a été organisé en vue de favoriser le handisport. La NPH a réalisé ce match amical de football avec l'appui de la Fédération djiboutienne de football et le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Un match qui a opposé l'équipe de l'association des malentendants de la Somaliland et l'équipe de l'association des malentendants de Djibouti. Le match s'est joué entre l'équipe de la NPH et Abdeldif, un club en provenance de la Somaliland. Et à cette occasion, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a salué les efforts du directeur général de l'ANPH, de Ali Mahmoud Saïd. Écoutons justement donc les impressions du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Mercredi, de l'après-midi, nous sommes sur le stade Goulet. Nous avons un match qui oppose une petite sélection de Djibouti contre une sélection de la Somaliland et consacré uniquement pour les personnes à besoins spéciaux, ça veut dire des jeunes joueurs qui malentendants. Donc d'abord c'est une première à Djibouti et je remercie d'ailleurs le président de l'agence, mon ami Doualé, pour initier cette rencontre. D'abord, c'est des choses que moi, je ne savais pas. Je ne savais pas comment il fallait arbitrer. Et d'ailleurs, on va initier une formation d'arbitrage dans ce sens. Sincèrement, c'est quelque chose de très important. D'être à côté de personnes à besoins spéciaux dans tous les domaines, que ce soit les malentendants, les sourds-muets, les handicapés, pour les soutenir en termes de sport. Ça va demander un peu plus de travail, beaucoup plus spécifique, mais on va être auprès de mon ami et de Ali. Ceci dit, concernant les activités sportives,
j'ai promis aujourd'hui même à mon ami de leur consacrer un jour complet au stade Fahad pour qu'ils puissent s'entraîner comme les autres s'entraînent pour tout ce qui est sport, que ce soit en handball, que ce soit en basket, que ce soit en volleyball et le football et l'athlétisme. Donc chapeau, j'ai dit à mon ami de Halle qui fait tout son maximum pour aussi un peu le sport handicap. Donc je pense que on va essayer de signer un protocole d'accord dans ce domaine pour essayer d'avancer, pour essayer de leur donner aussi tous les moyens pour qu'ils puissent un peu s'épanouir. Merci bien. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, à travers la Direction de l'Environnement et du Développement durable, a lancé aujourd'hui à l'INAP la cérémonie d'ouverture de l'atelier national sur le centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques du protocole de Cartagena découlant de la Convention sur la diversité biologique. L'atelier, qui est une activité clé dans le processus de mise en œuvre du protocole de Cartagena sur la biosécurité, avait pour objectif de fournir d'abord des informations d'ordre général sur les biotechnologies, puis plus précisément sur les organismes vivants modifiés ou les OVM et sur le portail central du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Cet instrument juridique international qui gère donc les mouvements d'un pays à un autre des organismes vivants modifiés résultant des biotechnologies modernes. De Cartagena sur la biosécurité. Ce dernier se propose de faciliter l'échange d'informations scientifiques, techniques et environnementales sur les organismes vivants modifiés, plus connus sous le nom d'OVM, et sur les expériences effectuées avec ces derniers entre les différents acteurs au portail central du centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Le protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques est un accord international élaboré et adopté dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique en 2000. Cet instrument juridique international gère les mouvements d'un pays à un autre des organismes vivants modifiés résultant des biotechnologies modernes. Aussi, le protocole vise à protéger la diversité biologique des risques potentiels posés par les OVM résultant des biotechnologies modernes. En effet, il établit une procédure d'accord préalable en connaissance de cause pour garantir que les pays reçoivent les informations nécessaires leur permettant de prendre des décisions en connaissance de cause avant d'accepter l'importation de tout type d'organisme sur le territoire. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roblé, a tenu une déclaration de la rentrée sociale dont le thème central était le travail illégal des étrangers en République de Djibouti. Dans son discours, le ministre a rappelé aux sociétés et opérateurs de la place qu'il est formellement interdit de recruter des étrangers sans obtenir au préalable le permis de travail. Il a donc demandé aux employeurs de se conformer à la réglementation de travail en vigueur et de régulariser la situation des travailleurs étrangers démunis des autorisations auprès de l'ANIFIP. Enfin, le ministre a informé les employeurs que des contrôles d'inspection des services concernés seront effectués et le non-respect de ces dispositions entraînera des sanctions prévues par les textes en vigueur de la législation du travail. Et écoutons donc à présent pour plus de précision l'intervention de l'inspecteur du travail Abdi Farah Idli. Vers 5 heures du matin, nous avons procédé, conformément à l'article 199 du Code du travail, à un contrôle inopiné sur le secteur de construction et dans la zone de Boulaous. L'objectif de ce contrôle était de contrôler les sociétés qui opèrent dans cette zone afin de vérifier la régularité de la main-d'œuvre et des travailleurs dans cette zone. Nous avons remarqué pas mal d'infractions relatives au travail des travailleurs étrangers. À cela, j'informe le partenaire économique du secteur privé que la tolérance du ministère du Travail a des limites. Dorénavant, toute infraction relative
au travail d'un travailleur étranger qui n'est pas déclaré, qui fait l'objet du travail illégal, la société qui sera coupable sera amenée devant les juridictions compétentes afin d'être poursuivie devant la justice. J'informe également les partenaires sociaux que l'inspection du travail est mandatée par le ministre du Travail afin d'accompagner les partenaires économiques pour mieux les conseiller, afin de mieux respecter les dispositions textuelles relatives au Code du travail. À cela s'ajoute, j'informe également la population djiboutienne, surtout la population qui sont actuellement au chômage, de s'enregistrer auprès de l'ANEFIP afin de préparer à ses partenaires économiques les compétences requises. Par exemple, ce matin, nous avons surpris pas mal de chantiers auxquels il y avait des étrangers qui n'avaient pas en leur disposition les documents nécessaires. Nous avons demandé à ce que ce travail s'arrête sur place et les opérateurs nous ont également demandé la main-d'œuvre djiboutienne qui pourrait occuper ces places. Suite aux dernières intempéries qui ont eu lieu ces derniers jours dans le pays, l'ONARS, par le biais de son secrétaire exécutif et en collaboration avec le ministère des Affaires sociales, a apporté des matériels de première nécessité jeudi dernier donc aux habitants du quartier Cheikh Farah, la localité de Damerjoug. Cette promesse faite jeudi par le secrétaire exécutif s'est concrétisée 48 heures plus tard. Le secrétaire exécutif qui a procédé donc à la remise des denrées alimentaires pour plus de 650 familles vulnérables issues de cette localité. Il a remis en main propre donc aux responsables ces denrées alimentaires et aux locales de cette localité pour distribuer donc au reste de la population. Le secrétaire exécutif a annoncé à ces familles que dans un futur proche, il est prévu d'améliorer l'état de logement de leurs habitations. L'association des jeunes du quartier populaire du Château d'Eau, l'AJCD d'Ascaville, a célébré dignement dans la matinée d'hier ses 26 ans d'action sociale au profit des jeunes issus du milieu des plus démunis. L'événement a eu lieu dans la grande salle de célébration des fêtes. Et pour rappel, l'AJCD est une association locale qui œuvre dans le domaine de l'entraide en faveur des familles les plus démunies. Ce groupe des jeunes à Sadjoug avait remporté le premier grand prix du chef de l'État en 2019, dont le thème était la jeunesse au service de la nation dans l'accompagnement des personnes vulnérables. Enfin, pour clore l'actualité nationale dans le cadre de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes et suite donc à des réseaux et enquête donc, une opération de contrôle et de patrouille a été effectuée par l'armée Riyad de Dikil en collaboration avec les éléments de la douane dans les secteurs de Bandara et Taweru. Donc une importante marchandise de contrebande de cat a été saisie. Ces opérations, menées sous le commandement du colonel Idriss Omar Eleye, chef de corps de l'armée Riyad, en collaboration avec les éléments de la brigade de douane de Dikil, a été donc une réussite. Plusieurs kilos de cat de contrebande donc a été interceptés, notamment 28 colis de cat de 70 kilos, chaque colis soit 1960 kilos, toujours en provenance de l'Éthiopie. Et après la saisie, la marchandise de contrebande a été détruite par le feu comme il est de rigueur. Et là, nous passons à l'actualité internationale. L'ONU a lancé aujourd'hui un appel humanitaire record de 35 milliards de dollars pour 2021, la pandémie ayant plongé des centaines de millions de personnes dans la pauvreté et des famines se profilant. Avec le choc de la pandémie de Covid-19, le nombre de personnes ayant besoin d'aide humanitaire dans le monde va atteindre un nouveau record, 235 millions, une augmentation de 40% en un an, selon les plans de réponse humanitaire coordonnés par l'ONU. Ainsi, si toutes ces personnes vivaient dans un seul pays, ce serait le 5e plus peuplé au monde. Les fonds demandés par l'ONU et ses partenaires visent à aider
dans 56 pays, quelques 160 millions de personnes parmi les plus vulnérables qui font face à la faim, aux conflits, aux déplacements et aux conséquences du changement climatique et de la pandémie. Et pour la première fois depuis la fin des années 90, l'extrême pauvreté a augmenté, l'espérance de vie chute dans le monde et le nombre annuel des morts liés au VIH, à la tuberculose et au paludisme pourrait doubler. L'appel des Nations Unies montre que la Syrie et le Yémen, ravagés par la guerre, sont en tête de liste des pays qui ont le plus besoin d'aide humanitaire. Fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.